Le premier qui est simple, je dirais, pour un investisseur particulier, c'est de se diversifier, c'est-à-dire d'acheter, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, c'est-à-dire ne pas acheter que 5 actions ou 10 actions, mais diversifier sur différents types de pays et de secteurs. Nous, par exemple, on aime bien ce qu'on appelle les indices équipondérés, c'est-à-dire qui ne suivent pas la pondération par les capitalisations boursières. Donc, chaque indice a une version équipondérée, donc chaque action a le même poids. Ça diversifie bien. On aime bien aussi les valeurs moyennes, donc en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, qui offrent aussi une bonne diversification et qui sont moins sensibles au cycle mondial et moins sensibles à la guerre commerciale. Donc ça, c'est un bon moyen de passer un peu outre la volatilité. Et comme la volatilité n'est pas chère aujourd'hui, elle n'est pas élevée, ça vaut le coup aussi d'acheter des protections, donc des options de vente, non pas d'achat mais de vente, qui lorsque le marché baisse, en fait, prennent de la valeur et protègent le portefeuille. Très bien. Et à part la volatilité, quels sont les autres défis? Alors, il y a un risque, il y a deux risques que j'ai en tête dont peu de gens parlent parce que on a un peu oublié. Le premier, je pense que les changes, donc donc le dollar, l'euro, le yen, vont être beaucoup plus volatiles et on pourrait avoir une guerre d'échange. On voit bien que la Chine est tentée aussi de dévaluer sa monnaie, que le Japon, au contraire, a intérêt plutôt à réévaluer le yen, et que l'Europe est un peu pris au milieu. Et Trump, en fait, a dit qu'il voulait un dollar plutôt faible, mais en fait, les mesures qu'il annonce vont plutôt dans le sens d'un dollar fort. Donc, même lui-même est un peu en contradiction. Donc, la dernière chose dont le marché a besoin, c'est d'avoir une guerre d'échange avec des grosses évaluations et un désordre mondial lié au change. Donc on n'en est pas là encore, mais la volatilité sur les devises et sur le change va sans doute augmenter et ça va devenir très politique et ça va devenir une arme aussi politique. Donc ça c'est un premier facteur. Et on l'avait un peu oublié parce qu'en fait il faut remonter aux années 70, donc il y a quand même très longtemps, hein, on était à peine nés, pour connaître des épisodes de désordre monétaire. Et depuis les années 80, il n'y en a pas vraiment eu. Le deuxième risque, c'est que les gens ont un peu oublié le risque de crédit. Et le marché du crédit est très très serré. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le spread de crédit, donc ce qui vient rémunérer les risques de crédit au-delà du taux gouvernemental, est revenu à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2007. Donc 2007, vous vous rappelez ce qui s'est passé après en 2008, etc. Bon. Et en fait, il est vrai que dans le monde, il y a eu très peu de faillites d'entreprises, de grandes entreprises. Donc les gens ont un peu oublié qu'une entreprise peut être mortelle, une entreprise peut faire défaut, et que quand une entreprise fait défaut, bah, vous perdez beaucoup sur votre obligation. Alors pas tout, mais beaucoup. Donc ça va revenir, puisque dans le cycle qu'on prédit, il y aura une remontée des faillites. On le voit sur les très petites entreprises, aux États-Unis, en Europe. Il y a une montée assez forte des faillites des toutes petites entreprises, et ça va sans doute se diffuser. Ça, le marché n'est pas prêt pour cela, et c'est vrai qu'il faut être encore plus sélectif qu'avant dans le choix de chaque entreprise, puisque il y aura des faillites, et il faut éviter ces faillites, évidemment. Facile à dire, moins facile à faire, mais c'est un risque qui est aujourd'hui un peu sous-estimé de notre point de vue, puisque les marchés sont très court terme. Là, on parle d'un risque qui est plutôt moyen terme, c'est-à-dire d'ici 2, 3 ans. Aujourd'hui, les investisseurs, ils raisonnent à un mois, peut-être 3, mais pas à 3 ans.